Voilà, j'ai reçu le feu vert de Unicom et de la technique qui nous enregistre, qui enregistrera ces 2 journées. Je profite de pouvoir vous le signaler. Et j'ai reçu le feu vert donc pour ouvrir cette 6e édition du colloque que nous organisons, un groupe de travail intitulé PNS3 pour psychiatrie, neurosciences, sciences humaines et sociales. Enfin, il y a un petit flou, on ne sait pas s'il faut mettre humaine, humaine sociale. Enfin, en gros, PNS3, S pour sciences humaines sociales. Voilà, PNS3, ce groupe de travail qui organise donc pour la 6e fois consécutive, 6e année consécutive presque, des journées d'études consacrées au rapport du domaine psy en général, la psychiatrie en particulier, mais le domaine psy, et le domaine neuro en général, les neurosciences en particulier. C'est né de l'interrogation que nous avons ressentie en tant qu'historien, sociologue, anthropologue, clinicien, chercheur en sciences fondamentales aussi, une interrogation sur les rapports nouvellement tissés entre les domaines de la clinique médicale s'occupant du neuropsy au sens large et l'émergence, et non seulement une émergence, mais le bouleversement introduit par les neurosciences contemporaines, sous leur avatar contemporain du moins. Ça, c'est le programme général. Et cette année, le programme plus spécifique, c'est celui qui est illustré par cette image tirée d'un asile psychiatrique suisse roman. Il s'agit de l'asile de Perreux, ce qu'on appelait l'asile de Perreux, devenu maintenant institution psychiatrique du canton de Neuchâtel, où il était question déjà, et même avant cela, de classifier. Vous avez ici le pavillon des agités étant une catégorie bien connue de l'époque. Aujourd'hui, on en rencontre aussi, peut-être dans d'autres circonstances. Les agités font allusion, lorsque nous considérons cela, à toutes sortes de classifications possibles, en l'occurrence des aliénés, comme on les appelait à l'époque. Il y avait les agités. Ces mêmes agités étant eux-mêmes classifiés dans des petites cases, illustrées ici par ce plan architectural. Voilà l'objet de cette année classifié. Alors, si nous avons pensé s'occuper de ce phénomène de la connaissance et de la pratique des humains qui consiste à classifier, c'est bien parce qu'il y a une actualité aussi, et l'actualité, c'était évidemment tout récemment la nouvelle classification du DSM-5. Et donc, autour de cette circonstance, nous avons essayé d'élargir la réflexion à la question de la classification. Et c'est ce dont rend compte le programme. Alors, la conférence introductive, qui sera introduite d'ailleurs par mon ami et collègue Vincent Pidou, c'est évidemment lié à un livre d'histoire qui raconte l'histoire du DSM. On en saura plus tout à l'heure. Et ensuite, les différentes parties de ces journées d'études, c'est une étude pluridisciplinaire par différents intervenants qui viennent aussi bien des soins, des sciences fondamentales que des sciences dites humaines et sociales, autour de cette question de la classification, mais dans la pratique. Et c'est ainsi que, ça sera également introduit par différents membres de notre groupe PNS3, on s'intéressera aujourd'hui à la psychose, cette classification psychose, puis Alzheimer, et demain matin, schizophrénie, autisme. Voilà 3 grandes entités que nous avons intitulées entités nosologiques en ou décomposition, selon l'angle sous lequel on les voit. Et la fin de la journée de demain sera consacrée aux pratiques qui découlent ou qui sont impliquées, plus exactement, dans l'activité de classification ou qui en sont la conséquence. Des exposés individuels ainsi qu'une table ronde exposée à propos de quelque chose qui concerne très directement, localement ici, les psychiatres qui sont en train de nous construire, je dis nous comme citoyens publics, nous construire un nouvel hôpital psychiatrique. Ce faisant, il se pose et nous poserons la question de savoir comment est-ce qu'on fait lorsqu'on construit un hôpital psychiatrique. Donc vous voyez que la boucle se boucle avec l'image que je vous ai indiquée tout au début, qui est l'image d'un hôpital psychiatrique, d'un asile d'aliénés de la fin du XIXe siècle, où la question de la classification était primordiale.
Voilà pour le programme général. On se réjouit infiniment de vous avoir parmi nous et on vous recommande aussi ce soir à partir de 19h, des 20h, le programme récréatif. Autrefois on appelait ça le programme des dames. Maintenant c'est devenu le programme récréatif et au plus exactement une soirée en rapport avec cela. C'est le musée de la main. Nous avons son directeur ici présent, Francesco Panese, qui nous accueille ce soir. L'entrée est payante quand même, un petit peu, mais peu. Et il y a des différents événements en rapport avec ces journées-là. C'est un heureux hasard. Ça s'appelle Psyché. Voici le programme. On vous recommande de vous trouver là, après avoir entendu toute une série de choses tout aussi intéressantes qui auront lieu cet après-midi. Merci déjà de votre présence. Merci aux orateurs venus d'étrangers ou d'ailleurs de plus loin en Suisse romande d'être parmi nous. Et je laisse la parole à Vincent Pidou. Merci, merci Vincent. Alors nous avons le plaisir pour la session introductive d'accueillir Steve de Mazeux, qui est donc depuis peu maître de conférence au département de philosophie à l'université de Bordeaux-Montaigne. Il est agrégé de philosophie et titulaire d'un doctorat en philosophie des sciences. Alors, il a notamment publié, à partir de sa thèse qu'il a soutenue en 2011, un ouvrage remarqué et remarquable sur l'histoire et l'épistémologie du fameux DSM, donc du manuel statistique et diagnostique des maladies mentales, manuel américain, et dont le titre est « Qu'est-ce que le DSM ? Genèse et transformation de la Bible américaine de la psychiatrie ». Et dans cette conférence introductive, je suppose qu'il va nous proposer un condensé de cette histoire passionnante du DSM et on se réjouit de t'entendre. Merci beaucoup. Je te passe la parole. Merci beaucoup. On m'entend, oui, je suis amplifié. Je remercie Mathieu Arminjon, Vincent Barras et les organisateurs de ce colloque pour leur invitation et pour l'honneur qu'ils me font aussi de prononcer cette conférence introductive. Alors, je n'ai pas l'intention, dans le temps qui m'est imparti, d'offrir au public un exposé complet de l'histoire du DSM. D'abord, il y a la crainte de me répéter, étant déjà intervenu sur ce sujet à Lausanne et devant beaucoup de collègues ici présents, mais aussi parce que le thème général du colloque, classifié, se prête assez bien, je pense, au genre d'exercice auquel je vais me livrer dans la deuxième partie de mon exposé et qui rencontre certains de mes intérêts plus actuels de recherche sur l'histoire de la psychiatrie depuis la publication de ce livre. Donc, mon exposé se divisera en deux grands moments. D'abord, je commencerai bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers, à rappeler quelques éléments historiques et contextuels concernant le DSM. Alors, ça va si je m'assois, en fait, parce que je serai plus à l'aise assis. Oui, je suis désolé, du coup, je vous vois moins ici. Bon. Et dans ma deuxième partie, donc dans un second temps, j'opérerai un retour en quelque sorte à la préhistoire du DSM pour réfléchir sur ce qu'il y a eu de vraiment spécifique sur le plan épistémologique dans la tentative ouverte par le DSM-3 et qui s'est peut-être refermée avec le DSM-5. Donc je commence par un survol très rapide en rappelant quelques éléments que la plupart d'entre vous ici connaissez très bien. Donc il y a 5 éditions du DSM. La première, le petit livre gris argenté que vous voyez au premier plan, paraît après la guerre en 1952. Puis il y a le DSM-2 et le DSM-3, le livre vert, La Grande Révolution, c'est le premier qui tient debout, suivi ensuite par le DSM-3R en 1987, le DSM-4 en 1994, le DSM-4-TR en 2000 et enfin, donc paru en mai de 2013, donc le DSM-5 qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, le DSM-3 paraît en 1980 et ne présente rien de commun avec aucune classification préexistante en psychiatrie. C'est le résultat de 5 ans de travail intensif, de collaboration, d'une centaine d'experts qui travaillent main dans la main et qui s'appuient sur des études de terrain impliquant plusieurs centaines de cliniciens.
Donc il y a 4 grandes innovations formelles qui sont apportées par le DSM-3. Donc le développement d'une approche athéorique, c'est-à-dire on reste en suspens, on ne s'engage pas sur le plan étiologique. Des critères précis pour chaque catégorie, donc des critères spécifiques ou critères opérationnels. Le développement d'un système multi-axial qui a été abandonné récemment, comme vous le savez, dans le DSM-5. Et enfin, l'inclusion au sein d'une classification, c'était une grande nouveauté à l'époque, des données disponibles comme le sexe ratio, la prévalence, etc. Ce qui fait que le DSM va ressembler de plus en plus à un gros manuel de psychiatrie. Alors, sans entrer donc, dans tous les détails de cette saga, des éditions successives du DSM, j'essaierai de résumer le mouvement qui part du DSM-3 pour aller jusqu'au DSM-5 par une tension interne qui me semble très importante entre deux tendances opposées au sein du comité de révision. D'abord, ce que j'appellerais un principe d'innovation permanente qui était à l'œuvre dans le DSM-3 et dans le DSM-3R, c'est-à-dire la première révision du DSM-3 en 87, et qui pourrait se résumer par la maxime suivante: à chaque fois que cela est justifié par les meilleures données scientifiques disponibles, modifions les critères cliniques de la nosologie en vigueur, quand bien même cette modification risque de perturber les habitudes cliniques de la majorité des cliniciens. Donc, le DSM était très optimiste dans l'idée que les découvertes scientifiques permettraient progressivement d'améliorer la validité de cette classification qui, au départ, apparaissait clairement comme le résultat d'un bricolage. Et la preuve que ce principe est à l'œuvre est la publication du DSM-3R, donc seulement 7 ans après le DSM-3, qui présente déjà beaucoup de changements. D'aucuns à l'époque diront beaucoup trop de changements. Alors, en 1994, Robert Spitzer laisse sa place à Allen Frances à la tête du comité de révision du DSM, et la présidence d'Allen Frances va marquer un coup d'arrêt à la course à l'innovation. Il y a un principe explicite de conservatisme prudentiel qui est alors adopté pour différentes raisons. Je les énumère très rapidement. D'abord parce qu'une classification ne peut pas faire l'objet de modifications substantielles trop souvent. Le risque aussi, en adoptant des modifications précipitées qui manquent de preuves, d'aboutir à certaines conséquences inattendues, comme les fausses épidémies dont parlera Frances, les troubles du déficit de l'attention, l'autisme, les troubles bipolaires chez l'enfant, etc. Mais aussi la nécessité de plus en plus impérieuse pour le DSM de se conformer à la CIM, donc à la classification internationale des maladies de l'OMS, et l'idée aussi qu'il faut chercher une meilleure utilité clinique des classifications et donc prendre davantage en compte les avis des utilisateurs du DSM. Donc tout cela aboutit à un frein explicite dans les modifications introduites au DSM, et la meilleure illustration de ce frein, de ce conservatisme, c'est la publication du DSM-4 TR qui ne présente aucun changement critériel par rapport au DSM-4. Le TR, c'est Text Modified, la révision seulement du texte, donc le texte qui accompagne les critères, mais à vraiment une exception près, il n'y a aucune modification dans la substance même du DSM. Alors, la conséquence est la suivante, c'est que pendant près de 20 ans, les critères du DSM n'ont pas changé, ils sont restés parfaitement stables. Et quand le projet du DSM-5, on sait mettre écrit en caractère romain encore, se met en place, à la fin des années 90, les spécialistes, les experts américains hésitent entre la stratégie qui consiste à continuer avec le principe de prudence ou de renouer, au contraire, avec le principe d'innovation qui avait été au cœur du DSM-3. Et le Research Agenda for DSM-5, qui est publié en 2002, et qui est en fait le regroupement d'un ensemble de conférences qui s'étaient tenues auparavant, reflète bien cette grande ambition en évoquant la possibilité d'un changement de paradigme. Dans ce texte, il y a une reconnaissance, j'écris implicite, mais pratiquement explicite,
que le DSM jusqu'à aujourd'hui est un échec. Les auteurs veulent renouer avec le principe d'innovation du DSM-3 et ils sont même à la recherche, comme ils écrivent, quitte à s'en mordre les doigts plus tard, d'un nouveau paradigme qui serait davantage orienté vers les neurosciences. Alors, l'élaboration du DSM-5 commence vraiment en 2006 et se termine donc en 2013. Cette élaboration a été la plus tumultueuse des révisions du DSM, plus tumultueuse sans doute que la fabrication du DSM-3, qui a été fabriqué dans dans une relative protection ou en tout cas indifférence de la part de la communauté des psychiatres. Donc, la classification, en tout cas les épreuves de la classification font l'objet d'attaques répétées de ces auteurs historiques, comme Robert Spitzer, mais surtout Allen Frances, qui vraiment prennent la parole publique pour dénoncer les dangers que représentent à leurs yeux les modifications précipitées du DSM-5. Alors donc vous voyez, nombreux experts, c'est ça la grande nouveauté, à l'intérieur même du comité de révision, reprochent le manque de fondement empirique pour le changement de paradigme qui a été annoncé. Et donc différents experts claquent la porte en cours de route du projet. Il y a des soupçons de conflits d'intérêts qui vont émerger progressivement, donc avec une grande nouveauté qui apparaît, qui est l'obligation de faire une déclaration d'intérêt. Vous avez un processus de révision qui s'opère sous le feu des projecteurs, avec, donc c'est ce qui est curieux, une transparence, vous voyez, sur le plan financier, mais une clause de confidentialité, au contraire, qui est nouvelle, et pour respecter donc, le côté privé des délibérations au sein du comité des experts. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, et c'est ce qui déclenchera vraiment les foudres de Robert Spitzer, qui avait beaucoup insisté dans l'élaboration du DSM-3 pendant les années 70, à ce que les discussions soient publiques au maximum, quitte à demander à l'Association psychiatrique américaine de financer des versions préliminaires du DSM et de la diffuser au plus grand nombre pour avoir des retours. Donc là, c'est l'inverse. Le processus est caché et secret, et on a pu assister seulement à 3 présentations publiques des versions de travail de la classification, respectivement en 2010, en mars 2010, si je me souviens bien, avril 2011 et avril 2012 ou mai 2012, et avec des présentations qui, donc sur le site officiel du DSM-5, n'étaient présentées que pendant la durée d'1 mois. Puis après, ça disparaissait. Bon, et cette campagne d'attaque et de défense du DSM va aboutir à ce que les autorités psychiatriques américaines mettent en place un site spécialement consacré à la défense du DSM-5, le DSM-5 fax, pour essayer de rétablir ce qu'il semble être une campagne de dénigrement du manuel. Le résultat est une classification qui, au final, est très conservatrice. Voici une citation de Kupfer, qui est l'un des 2 directeurs du projet, au moment où la classification est validée en décembre 2012. Et il écrit, donc, « Nous avons cherché à adopter une approche très conservatrice dans notre révision du DSM. » Donc, vous voyez, ce qui est vraiment un aveu d'échec de la part des concepteurs, dans la mesure où les mêmes auteurs avaient insisté sur la nécessité d'introduire des changements importants en mettant en évidence les insuffisances du DSM-4. Mais ce qui a le plus marqué les esprits à la sortie du DSM-5 a été l'intervention de Thomas Insel, donc le puissant directeur du NIMH, qui a mis le feu aux poudres à quelques jours de la présentation officielle du DSM-5. C'est une citation qui a beaucoup circulé, même dans les médias nationaux et internationaux, en disant que le DSM-5 manquait de validité et qu'il ressemblait davantage à un dictionnaire qu'à une classification digne de ce nom. Alors, donc, la citation, cette sortie de Thomas Insel, qui vise à critiquer l'hégémonie du DSM, avait pour but de mettre en avant un nouveau projet qui est financé par le NIMH et dont on parlera, je crois, demain, qui est les RDoC. Et alors qu'il ne devait pas y avoir au départ de concurrence vraiment entre les 2 projets, le DSM étant d'abord et avant tout destiné à la pratique,
et le projet AirDoc étant exclusivement destiné à la recherche, les deux projets, très vite, se sont trouvés en concurrence, à la fois dans la littérature spécialisée, mais aussi dans la presse généraliste. Et on a vu des opposants historiques du DSM se retrouver autour de INCEL, en le citant à loisir et en vantant l'intérêt des approches dimensionnelles, etc., qui sont encouragées par les AirDoc. Alors, très rapidement, pour conclure vraiment ce panorama vraiment très rapide du DSM 3 jusqu'au DSM 5, hein, le projet AirDoc était né donc, quelques années plus tôt, en 2009, donc en pleine révision du DSM 5, et il s'inscrivait dans une stratégie des fonds publics américains pour essayer de sortir des insuffisances du DSM en matière de nosologie. Donc, des millions de dollars vont bientôt être consacrés à cette nouvelle entreprise. Donc, voici l'un des tout premiers articles de présentation du projet en juillet 2010. Et ce qui est intéressant de constater dans cet article, et dans d'autres du même genre, c'est que le geste des AirDoc consiste pour les auteurs à revenir à l'audace des fondateurs du DSM-3 dans les années 70. Le DSM-3 s'était appuyé sur une méthodologie et sur des critères qui avaient été élaborés tout au long des années 70, hein, les critères de Fechner, puis plus tard les critères de recherche diagnostique, RDC, hein, en anglais, Research Diagnostic Criteria, qui sont élaborés par Spitzer et ses collègues au milieu des années 70. Le projet AirDoc s'inspire clairement et explicitement de cette approche, jusqu'au choix du sigle, hein, vous voyez, avec la seule différence avec les RDC qui est de rajouter cette minuscule, hein, le petit O entre les deux, donc minuscule qui est symbolique, puisque le mot diagnostic est remplacé par celui plus vague, mais jugé plus fondamental, en tout cas dans le contexte des neurosciences, de domaine. Donc la thématique qui revient dans tout cet article et dans d'autres qui suivront, c'est la thématique de l'intégration des neurosciences, des sciences du comportement, de la génétique, etc., mais aussi la thématique d'une libération du carcan de l'approche traditionnelle, c'est-à-dire catégorielle, du diagnostic. Alors, les AirDoc, hein, juste pour que vous ayez une idée de ce en quoi ça consiste, mais demain, encore une fois, d'autres rentreront plus dans les détails, c'est une structure, et une framework, comme on dit. Et pour l'instant même, c'est une structure, c'est un tableau surtout qui reste vide. Et la structure générale du AirDoc a été pensée sur le modèle d'une matrice bidimensionnelle, assez flexible, amenée à être révisée, hein, et donc destinée à changer, à être modifiée avec l'évolution des connaissances. Donc dans les colonnes, vous avez 7 grandes unités d'analyse qui partent donc des gènes jusqu'au comportement et au ressenti personnel, et qu'on va essayer de relier au moyen de grands paradigmes. Et dans les lignes, vous avez 5 grands domaines qui ont été retenus, donc le système de valence négative, positive, système cognitif, le système des processus sociaux, système d'activation et de modulation. À l'intérieur de chacun de ces grands domaines, les concepteurs des AirDoc, donc ceux qui ont été impliqués dans la fabrication de cette grande superstructure, ont cherché à retenir certains constructs comme l'attention, la perception, la mémoire de travail, etc., pour les processus cognitifs. Et donc, sous les constructs, la matrice peut se compliquer en évoquant donc, des subconstructs, etc. Par exemple ici, pour la perception, hein, des processus qu'on connaît bien, qui sont plutôt bien établis déjà dans les connaissances, perception visuelle, auditive, etc. Et l'idée ensuite, pour chacun donc, des constructs et des subconstructs, eh bien, c'est de remplir les cases du tableau, comme ici pour la perception auditive. Hein. Vous voyez, un tableau qui ne se contente pas de récapituler ce qui est scientifiquement établi, ce qui serait de peu d'intérêt, mais qui, en réalité, n'a qu'un seul but, qui est de stimuler de manière transversale la recherche. Bon, la stratégie des AirDoc prend explicitement le contre-pied du DSM sur plusieurs points, sur plusieurs piliers décisifs. Alors, je les ai récapitulés ici, hein, j'y reviendrai si vous le souhaitez en conclusion. Donc, bon, l'approche dimensionnelle opposée à l'approche catégorielle, etc. J'insisterai simplement, en sautant directement avec ma conclusion, sur le fait que les AirDoc reposent sur 3 postulats majeurs qui sont explicitement assumés, à savoir que les troubles mentaux sont des troubles du cerveau,
donc là c'est vraiment un contre-pied explicite à la stratégie athéorique du DSM, que ces troubles peuvent être appréhendés grâce aux nouvelles méthodes disponibles dans les neurosciences, et enfin que cette nouvelle approche devrait montrer à long terme son utilité clinique. Donc vous voyez, les RDoC représentent donc un pari à la fois ontologique, méthodologique et clinique. Voilà donc pour ce survol très rapide, trop rapide, hein, depuis la révolution du DSM-3 avec ses critères opérationnels et son approche athéorique, jusqu'au DSM-5, qui, donc il y a maintenant 1 an et demi de cela, donc, apparu et peine toujours à convaincre. Alors, pendant le temps qui me reste, j'aimerais réfléchir avec vous sur 2 concepts épistémologiques, vraiment très généraux, qui sont au cœur de toute opération classifiée: l'acte de définir, la définition, et la catégorie d'objectivité. Et j'aimerais essayer de montrer le sens très spécifique et la place très stratégique que ces 2 concepts ont joué dans l'histoire du DSM, donc depuis les années 80. Alors, sur la question de la définition, je ne m'attarderai pas tellement, faute de temps. Je me contenterai simplement de rappeler l'importance considérable que l'acte même de définir a joué dans l'histoire du DSM. Un événement marquant de l'histoire du DSM, vous le savez, a été la suppression, lors de la 6e réimpression du DSM-2 en 1973, de la catégorie de l'homosexualité. Ça a été un temps fort, c'est ce qui a permis à Robert Spitzer d'occuper le premier plan dans la révision du DSM, et ce qui va lui permettre justement d'être l'artisan principal du projet du DSM-3 à partir de 1974, donc l'année suivante. Ce qui est intéressant quand on revient sur cette querelle de l'homosexualité, donc des raisons qui ont été avancées pour exclure de la classification des troubles mentaux l'homosexualité, c'est que l'un des arguments majeurs qui a servi à justifier cette exclusion, cela a été la définition générale du trouble mental qu'a élaboré Robert Spitzer et sur laquelle il va travailler pendant plusieurs années, jusqu'au moins 1978. Revenant lui-même, à titre personnel, en 1987 sur toute cette affaire, Spitzer insiste sur le fait qu'il a toujours pensé, contre l'avis de la plupart de ses collègues, qu'une définition générale du trouble mental était nécessaire en psychiatrie. Quelque chose qui n'a jamais été partagé par beaucoup de psychiatres. Et à cet égard, les 2 critères qui lui semblent le plus importants ont toujours été la souffrance subjective d'un côté et la détérioration générale des activités du fonctionnement social de l'autre. Autrement dit, je le cite, ce sont les conséquences d'une condition ou d'un état, et non son étiologie, qui sont centrales dans la définition du trouble mental. Donc, ces 2 critères, vous voyez, qui sont qui justifient aussi l'approche athéorique. On n'a pas besoin de connaître l'étiologie pour justifier le bien fondé des catégories du DSM. Ces 2 critères vont jouer un rôle clé, non seulement dans la querelle de l'homosexualité, mais dans la plupart des discussions qui auront lieu dans toute l'histoire du DSM jusqu'au DSM-5. Et pour chaque trouble recensé. Alors Spitzer, par la suite, reviendra sur sa position, il abandonnera cette position conséquentialiste et se raccrochera à une position plus essentialiste, proposée par le philosophe américain Jerome Wakefield à partir des années 90, avec la HDA, Harmful Dysfunction Analysis, donc analyse du dysfonctionnement préjudiciable, une définition très simple du trouble mental qui consiste à dire que tout trouble mental doit remplir 2 critères. D'un côté, prouver l'existence d'un dysfonctionnement d'une fonction naturelle, et de l'autre côté, apporter un préjudice pour le patient en fonction au regard des normes sociales ou individuelles. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment le DSM s'est cherché une alliance originale, de courte durée, mais une alliance originale du côté de la philosophie, en tout cas d'une certaine philosophie, concentrée sur l'analyse conceptuelle. À défaut de validité scientifique, les catégories du DSM pourraient faire la preuve, en reprenant une expression intéressante de Wakefield lui-même, de validité conceptuelle.
Alors, cette stratégie, néanmoins, a fait long feu. Et la preuve qu'elle a fait long feu, c'est le livre que Wakefield et Horvitz ont publié en 2007, hein, qui a été traduit en français en 2010, où la définition proposée par le DSM de la dépression, donc là c'est le cas spécifique de la dépression, est accusée donc, de ne pas avoir de validité conceptuelle, c'est-à-dire de brouiller la distinction intuitive qui existe entre une tristesse normale et un épisode dépressif. Alors, ce livre va connaître une grande influence, va avoir exercé une grande influence aux États-Unis, mais curieusement, il va produire d'une certaine manière l'effet inverse dans le DSM, puisque dans le DSM-5, la recommandation qui était faite de prendre davantage le contexte en compte n'est pas suivie, mais au contraire, on retire le seul critère qui semblait valable aux yeux des auteurs, c'était le critère de l'exclusion de la dépression pour deuil. Alors, si quelqu'un proche de vous est mort il y a moins de 2 mois, il n'y a aucune raison de vous considérer comme dépressif. Et vous savez que ce critère a été retiré du DSM-5. Et ce qui est intéressant, c'est que la motivation, la justification des experts du DSM-5 pour retirer ce critère du deuil a été d'adopter non pas une approche conceptuelle ou définitionnelle, mais, donc celle qui avait prévalu dans le cas de l'homosexualité, mais au contraire de s'appuyer sur une approche plus pragmatique et clinique, c'est-à-dire celle qui a toujours en réalité eu la préférence des médecins à travers l'histoire de la médecine et de la psychiatrie, et qui tendrait donc à montrer que l'intérêt original du DSM pour les définitions n'a été qu'une parenthèse qui s'est peut-être refermée avec le DSM-5. Je passe à la question autrement plus complexe et tortueuse de l'objectivité. Alors, il y a plusieurs grands livres d'épistémologie et d'histoire des sciences parus ces dernières années sur cette question de l'objectivité. Il y a d'abord ceux de l'historien des sciences Theodore Porter, qui a écrit un livre sur l'émergence de la pensée statistique, puis un autre livre sur la poursuite de l'objectivité dans les sciences et dans la vie publique. Je crois d'ailleurs qu'il est en train de terminer un livre qui portera spécifiquement sur la question de la psychiatrie, sur l'usage des nombres et des quantifications dans ce domaine. Et il y a ensuite, et je dirais peut-être même surtout, le livre magnifique de Lauren Daston et de Peter Gallison, Objectivity, qui a été traduit en français en 2012, et où les auteurs, je vous rappelle la thèse principale du texte, du livre, les auteurs démontrent, contre toute attente, que l'objectivité, ce qu'on appelle l'objectivité en sciences, est une vertu épistémique relativement récente dans l'histoire des sciences, et qu'on peut même la dater assez précisément au milieu du XIXe siècle. Alors, les exemples que les auteurs développent sont ceux des botanistes, des anatomistes et plus tard des physiciens. En tout cas, donc, pour les botanistes et les anatomistes, quand ils dressent, à l'instar de Linné, des croquis de fleurs ou pour les anatomistes de squelettes, les deux auteurs insistent sur le fait que les hommes de science, de savoir, ne cherchent jamais à simplement reproduire ce qu'ils ont sous les yeux dans le moindre détail, avec toutes les anomalies et les imperfections visibles. Autrement dit, ils corrigent systématiquement l'impression sensible au nom d'une vérité supérieure, d'une vérité plus haute, ce qu'ils appellent, ce que les auteurs, les historiens appellent la vérité selon la nature. D'où ces dessins toujours idéalisés qu'on trouve dans les grands atlas de botanique jusqu'au XVIIIe siècle. Or, à la fin du XIXe siècle, avec le développement de différentes nouvelles techniques comme la photographie et d'autres techniques d'enregistrement, un nouveau régime épistémologique apparaît, ce que les deux auteurs appellent l'objectivité mécanique, qui exclut, j'insiste là-dessus, par principe, toute intervention de la subjectivité, quelle qu'elle soit. D'accord ? Et ici, j'ai reproduit les très belles photos de l'anglais Arthur Worthington, dont les travaux à la fin du XIXe siècle servent de point de départ à l'analyse, à la démonstration des auteurs du livre, où on voit que contre ce qui semblait évident dans l'impression sensible, la chute d'une goutte n'est pas symétrique, comme le montrent les enregistrements photographiques. Bon.
Cette question de l'objectivité, évidemment, dans la plupart des branches du savoir, devient extrêmement complexe au XXe siècle, avec l'apparition et la question du jugement expert, de la question de l'objectivité structurelle, etc. Ce qui m'importe ici, et ce que nous aide à comprendre autant les travaux de Ted Porter que d'Aston et Galliston, c'est que ce changement de régime d'objectivité est toujours en même temps adossé à un changement dans les pratiques, dans les techniques, dans les institutions, et aussi, in fine, dans la figure même du scientifique qui se dégage. Or, c'est peut-être en psychiatrie que la figure du scientifique, ou de ce qu'on appellerait le clinicien objectif, est la plus difficile à cerner. D'abord parce que ce terme de science, comme vous le savez, est extrêmement connoté et utilisé de manière polémique quand on parle de psychiatrie, mais aussi parce que le travail clinique dans la médecine mentale présente des particularités qui continuent aujourd'hui à diviser en profondeur la profession entre d'un côté les aspirations scientifiques et de l'autre côté les aspirations thérapeutiques du travail clinique. Prenons le cas de la psychanalyse. Dans un autre des livres d'Aston, qui a été écrit en collaboration avec l'historienne de la psychiatrie et de la psychanalyse Elisabeth Lundbeck, donc un livre qui porte sur l'histoire de l'observation scientifique, donc Elisabeth Lundbeck consacre un chapitre au grand psychanalyste américain Heinz Kohut. Alors Kohut, vous le savez, est sans doute l'un des théoriciens de la psychanalyse, pour ne pas dire le théoricien de la psychanalyse le plus influent au XXe siècle aux États-Unis. Et dans un texte célèbre de 1959, Kohut s'attarde sur un vieux concept, sur lequel d'ailleurs, qui va laisser sa marque, sur lequel il va imprimer sa marque, qui est le concept d'empathie. Et Lundbeck le rappelle, il y a autour du concept d'empathie un vieux dissensus à l'intérieur même de la psychanalyse qui se résume, grosso modo, à la querelle entre Freud et Ferenczi. Freud d'un côté, dont la froideur, la distance, la neutralité émotionnelle sont devenues légendaires, et qui, en ce sens, représente une figure classique de l'objectivité scientifique, et Ferenczi, son disciple et dissident Ferenczi, qui, lui, au risque, quelquefois, de jouer un jeu dangereux avec ses patientes, militera sur ce brouillage de la neutralité scientifique et insistera sur l'importance de l'empathie et de l'engagement émotionnel dans la relation thérapeutique avec le patient. Dans ce débat, ce qui est intéressant, donc là on est en 1959, c'est que Kohut prend parti contre Freud pour Ferenczi, mais l'originalité de sa position est de défendre l'empathie, non pas, comme c'est très souvent le cas chez les psychanalystes, comme quelque chose d'indispensable au transfert, mais plutôt comme quelque chose, ou au transfert donc à l'efficacité thérapeutique, mais au contraire comme un outil indispensable au travail même d'observation clinique. Kohut voyait en effet dans l'empathie un processus cognitif d'un genre particulier qui ouvrait, je le cite, sur une nouvelle forme d'objectivité, une objectivité scientifique qui inclut la subjectivité. Et dans le même texte, Kohut parle de l'empathie et de son corollaire, l'introspection, comme des modes d'observation axiologiquement neutres, value neutral, ou encore des outils d'observation rigoureusement contrôlés. Or, la même année exactement que Kohut, en 1959 très précisément, le philosophe des sciences Karl Hempel prononce devant les psychiatres de New York une autre conférence qui deviendra tout aussi fameuse sur les fondements de la taxonomie. Et ici, l'idée de l'objectivité qui est défendue prend le contre-pied express de celle de Kohut, que celle que Kohut essaie d'introduire. Je le cite, la science cherche un langage qui est objectif au sens où il doit être vérifiable de manière intersubjective, indépendant de toute opinion personnelle ou de toute préférence, et qui s'appuie sur des données obtenues par des expériences adaptées et des observations. Donc, dans cette conférence, vous voyez, Hempel critique justement l'immixtion de la subjectivité dans le jugement objectif. Et il critique au passage les théories psychodynamiques qui, selon lui, manquent d'objectivité au sens où elles manquent de critères uniformes d'application dans leur concept. Alors, la question de l'influence directe ou indirecte de Hempel sur le développement du DSM est un sujet de dispute chez les historiens, entre ceux qui considèrent que cette influence a été majeure et d'autres qui considèrent qu'elle a été mineure. Quoi qu'il en soit,
il est évident que la conception devenue prédominante au XXe siècle de l'objectivité, qui est celle prônée par Hempel, est déjà encouragée dans la plupart des travaux commencés à l'époque. Je prends par exemple, et je terminerai par là, un outil construit dès 1961, donc 2 ans après cette conférence, par un jeune psychiatre new-yorkais qui n'est autre que Robert Spitzer. Donc il s'agit du Mental Status Schedule, le MSS, qui est le premier outil d'entretien standardisé à être publié. Il y aura même un compte-rendu dans la presse nationale, validé et promu, même si en réalité des instruments similaires existaient déjà en Angleterre et ailleurs. Donc, le MSS est un livret de 11 pages qui présente un entretien structuré avec 248 items dichotomiques répartis en différentes unités du comportement pathologique. Cela va du motif de la consultation aux problèmes actuels en passant par les humeurs, les soucis, les peurs, les anxiétés, problèmes de culpabilité, susceptibilité, irritabilité, colère, habitude, etc. Donc tout un inventaire. Ici, c'est juste un extrait qui se rapporte au suicide, au comportement d'automutilation et aux difficultés de décision, et aussi aux idées de référence. Bon, j'attire seulement votre attention sur la colonne de droite, où il s'agit de tirer les conclusions des réponses, presque toujours binaires, des patients, oui, non, et une des grandes précautions prises dans l'interprétation des paroles et des dires du patient. Vous notez les termes « indicates »,« says » ou « admits ». Dans le mode d'emploi même de cet inventaire, du MSS, l'usage de ces termes, comme le montre ce tableau, est extrêmement encadré. Je le lis. Quand c'est écrit « says, mentions, remarks », c'est que le sujet a fait une déclaration qui signifie substantiellement cela. Quand c'est « admits, claims, complaints », c'est la réponse du sujet se conforme directement au sens général de ces 3 mots, keeps, etc. Et « indicates », donc le dernier, soit le sujet a fait donc, une déclaration qui a clairement ce sujet, ou il présente donc un comportement de manière évidente, verbale, ou un comportement qui prouve la pertinence de cet item. Et alors, donc la précision se termine. Ce terme n'offre aucune liberté de faire des inférences basées sur des interprétations psychodynamiques de la motivation et des affects inconscients. Donc vous voyez, rejet clair de la psychanalyse. Donc très rapidement, je tire 2 conclusions sur cela, et j'en viens à ma conclusion finale. Donc d'un côté, première conclusion, une limitation stricte à ce que le patient dit de lui-même. Et dans le DSM, la déclaration à la première personne apparaît comme un gage supérieur de vérité, à de rares exceptions près, quand le discours est incohérent, quand il manque de discernement, quand la question est mal comprise ou quand il y a un intérêt à mentir. Mais sinon, toujours, la déclaration en première personne du patient est un gage supérieur de vérité. Et à l'inverse, la figure du clinicien est celle qui observe sans du tout interpréter, comme il apparaît ici. Et le but de cette opération pour Spitzer et pour ses collègues sera double. D'un côté, diminuer le discrédit jeté sur le diagnostic psychiatrique, qui serait des jugements moraux sous un vernis médical, mais surtout diminuer une préoccupation majeure des chercheurs en santé publique, dont Spitzer fait partie, qui est la trop grande variabilité statistique des informations récoltées par les cliniciens et qui diminue d'autant la fiabilité des données. Dès lors, la recherche de la fiabilité, c'est-à-dire l'accord des cliniciens indépendants, apparaît comme une garantie d'objectivité du jugement clinique. Spitzer est, entre autres choses aussi, l'auteur avec Endicott de Diagno, l'un des premiers programmes informatiques d'aide au diagnostic, et il finira par se demander, alors, moitié par conviction, moitié par provocation, si à la limite on ne gagnerait pas à se passer du clinicien en recrutant des observateurs non pollués par les théories. Et ce qui est intéressant dans cette quête d'objectivité mécanique, pour reprendre le concept de Deston et Gallison, c'est évidemment cette éradication complète de toute forme de subjectivité à laquelle elle aspire. Bon, il est tentant, je conclurai là-dessus, quand on évoque ce genre de travaux, de dénoncer son scientisme sous-jacent. Mais il est plus déstabilisant, me semble-t-il, de se rendre compte qu'en réalité, la quête dont il s'agit, avec ses hésitations et ses raccourcis, et dont témoigne à sa manière Kohut en cherchant un compromis entre Freud et Ferenczi, cette quête ne fait que poursuivre, de manière très ordinaire, l'idéal de la figure moderne du sujet scientifique, neutre et objectif.
D'où l'intérêt, me semble-t-il, pour conclure très brièvement, d'essayer de replacer l'histoire du DSM dans le cadre plus large de l'objectivité en psychiatrie. Cette histoire permettrait de poser, en amont des concepts techniques comme ceux de fiabilité et de validité, la question philosophique plus fondamentale des concepts et des méthodes, de leurs usages, comme l'observation, l'introspection, la quantification, etc., et permettrait aussi de réfléchir sur les liens qui se tissent à travers toute l'histoire de la discipline avec le développement des techniques, des outils biométriques et des institutions. Ce qui, in fine, légitime ou non, certaines figures privilégiées du clinicien. Je vous remercie. Cet exposé très riche et foisonnant. Nous avons quelques minutes pour prendre quelques questions du public. Voilà. Cynthia en premier. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question qui surgissait à un moment donné dans votre ouvrage et que vous n'avez pas directement abordé dans votre conférence, mais puis, par contre, ça a sans doute un lien avec la deuxième partie de votre conférence qu'on retrouve, si je ne me trompe pas, déjà dans votre livre, pour une part. J'ai été très intéressée à un moment donné dans votre discussion dans l'ouvrage, vous avez mentionné l'intérêt de revendiquer des critères de définition et une forme d'objectivité qui, non pas par rapport à la question de la subjectivité, mais par rapport à la question des valeurs, c'est une autre façon de poser, l'intérêt éventuellement de développer une approche qui expliciterait, voire revendiquerait des valeurs dans la définition et l'élaboration des critères. Alors, je me demandais si vous pouviez développer un petit peu cet aspect peut-être plus normatif et éventuellement aussi les prolongements en termes d'intervention possible, si vous les imaginez, d'une perspective historique et épistémologique telle que vous la développez, pour, pas uniquement les cliniciens, mais au fond, quel genre de critères seraient intéressants et quelles valeurs pourrait-on revendiquer dans une vision, j'imagine, enfin tout le monde serait d'accord avec ça, mais quelque chose comme une conception de mise en discussion démocratique du travail scientifique et aussi évidemment des critères, pas seulement diagnostiques, mais la notion même d'objectivité. D'accord. Oui. Alors, il m'est d'autant plus facile de répondre que tout le travail a déjà été fait par d'autres auteurs que moi. En fait, je ne fais que refléter une proposition qui vient principalement d'un psychiatre et philosophe anglais qui s'appelle William Fulford et qui milite maintenant depuis pas mal d'années pour rétablir, comme il dit, la médecine sur ses deux pieds, c'est-à-dire de proposer à l'evidence-based medicine sa contrepartie qui serait la value-based medicine. Et dans différents écrits, Fulford, donc, je vous renvoie à ces textes, a montré ce qui pourrait être, selon lui, une classification qui, au lieu de masquer les jugements de valeur comme tend à le faire systématiquement le DSM, les mettrait tout au contraire en évidence pour mieux motiver et justifier la décision diagnostique. Donc ça donne des choses très intéressantes. Alors ça donne aussi ça ouvre aussi des difficultés, puisque imaginez ce que ça serait vraiment un diagnostic qui s'attarderait sur chaque jugement de valeur impliqué dans l'observation d'un symptôme. Voilà, ce serait une usine à gaz puissance 10 par rapport au DSM. Donc on n'a pas de cas très concret d'une telle classification. On a une pratique qui est proposée par Fulford, et on a surtout un bel exemple, pour vous demandiez des exemples, un bel exemple qu'il reprend très souvent, qui est alors, le cas Simon. Je vous renvoie à ce cas, le cas Simon, qui est le cas d'un schizophrène, et qui lui sert à William Fulford, à Bill Fulford, à démontrer que les jugements de valeur sont déterminants
dans la décision diagnostique concernant le jugement du schizophrène et que, contre toute attente, le DSM a raison contre l'OMS, contre donc, la CIM de l'OMS, dans ses critères de la schizophrénie. Alors de mémoire, hein, il fait référence au critère B du DSM, l'ancien critère B, qui est le critère de détérioration sociale du schizophrène pendant 6 mois, qui n'est pas un critère indispensable dans la classification internationale des maladies. Et la conséquence est centrale. Hein. Il prend l'exemple de Simon, qui est une personne qui va très mal dans la vie et puis qui commence à avoir des délires. Si on allait très vite, on dirait qu'il est schizophrène. Mais en tout cas, il a un élan mystique, il va monter un groupe de parole, il va même avoir une petite émission de radio, je crois. Et en fait, c'est le paradoxe d'un individu, il y en a rarement, mais il y en a peut-être plus qu'on se l'imagine, qui vit mieux vit mieux maintenant qu'avant avant d'avoir consulté des médecins. Et suivant les critères du DSM, il n'est pas schizophrène dans la mesure où on peut noter l'existence objective d'un délire, à la rigueur, mais il n'y a pas de détérioration de son fonctionnement social. Et donc, il n'y a aucune raison de poser le diagnostic de schizophrénie. Il va mieux. Non seulement il a un boulot, mais en plus, il est reconnu socialement. Il a mené il a sa petite communauté, etc. En regard, par contre, des critères de la CIM, eh bien, il reste schizophrène, puisqu'il est délirant, et on peut très bien être schizophrène et bien intégré, ça n'est pas la question. Et donc, curieusement, vous voyez, Fulford s'appuie sur cet exemple très particulier pour dire que ce qui fait la différence, c'est un jugement de valeur, et c'est un jugement de valeur qui n'est pas revendiqué comme tel par le DSM. Parce que le DSM tend à considérer que le critère B n'est juste que le résultat, la conséquence de sa détérioration cognitive et de sa maladie sous-jacente. Et donc l'idée de Fulford, c'est justement de mettre en évidence les jugements de valeur plutôt que de les masquer, et que c'est quelque chose qui pourrait apporter un grand progrès dans la pratique de la psychiatrie, il va plus loin, hein, de la médecine. Oui, merci beaucoup. J'ai une question concernant les liens entre le DSM-5 et les neurosciences. Et peut-être vous donner l'occasion d'en dire un tout petit peu plus, parce que comment est-ce que vous interprétez la nature de ces liens dans l'état actuel, puisque la production de faits relatifs aux troubles mentaux par les neurosciences sont relativement rares. Alors, est-ce que ce sont des intentions? Est-ce que c'est une parenté épistémologique entre le DSM-5 et un certain nombre de mouvements ou de développement dans les neurosciences? Est-ce que vous pouvez commenter ce point, s'il vous plaît? Bon, alors là, ça tient quand même directement aux personnes qui sont nommées à la tête des processus de révision, et Kupfer et Regier sont deux personnes qui ont mené d'abord toute une carrière de chercheurs en épidémiologie et qui ont toujours été très ouverts du côté des neurosciences, d'essayer d'intégrer. Donc ce sont des gens qui auraient très bien pu se retrouver à la tête du projet RDoC. Donc tout le malheur, d'une certaine manière, pour eux, ça a été de se retrouver à la tête d'un projet qui les a dépassés, où ils ont vu très tôt qu'ils allaient avoir les mains liées. Mais il y avait vraiment l'intention. L'un des grands paris, j'ai négligé de le rappeler, l'un des grands paris du DSM-5, c'était d'introduire pour la première fois dans une classification psychiatrique des biomarqueurs. Résultat, il n'y en a aucun qui n'a finalement été retenu. Alors, la seule possibilité où il y avait donc un embryon de consensus, c'était pour les addictions, où là, il y avait apparemment quelques biomarqueurs qui tenaient la route, il y avait un consensus entre experts, etc. Et puis, pour des raisons très diverses, mais peut-être aussi, ce que j'ai entendu de certaines personnes qui avaient figuré dans le comité de révision du DSM, voilà, c'était pas une bonne chose en termes d'image publique que l'addiction montre le chemin aux autres catégories du DSM. Il aurait mieux fallu que ce soit la schizophrénie ou la dépression, c'est-à-dire les symboles sacrés de la psychiatrie, qui montrent le chemin. Donc, bon, ça n'a pas été que ça, mais en tout cas, finalement, ils n'ont pas voulu qu'il n'y ait qu'une seule catégorie qui introduit cela, parce qu'à contrario, ça laissait entendre que dans les autres domaines, il n'y avait strictement rien en proposition. Il y a beaucoup de propositions, mais il y a très peu de propositions qui font consensus. Donc c'était ça, je dirais que je résumerais là, c'était vraiment l'idée de développer les approches dimensionnelles, ça aussi c'était important, et puis chercher des biomarqueurs. Finalement, les approches dimensionnelles sont restées
ont été introduites à la marge dans le DSM-5 et les biomarqueurs ont été, la perspective des biomarqueurs a été abandonnée. Voilà, comme leur avance, je dois malheureusement mettre un terme à cette session, mais en remerciant encore une fois Merci. Steve pour sa présentation.